Ouais, c'est vrai. Ceci est un message du groupe média Pyramide dans sa politique de protection de l'environnement. Pyramide FM. Des 12. Des 12 de Pierrot à Tubit sur 105.5. Bonjour à tous, le monde est entré depuis hier dans le second semestre de l'année 2023. Visiblement, tout va très vite, les jours sont si pressés qu'il est parfois difficile de les compter. De nombreux élèves candidats aux différents examens au pays s'en sont sans doute rendus compte. Il n'y avait pas eu du temps pour s'égarer puisque les candidats devraient rester concentrés même en pleine fête de Tabaski. Cette semaine, la communauté musulmane a respecté la tradition du sacrifice avec toujours cet espoir de tirer les meilleures parties des bénédictions venant du Très-Haut. Et c'est un peu du Très-Haut qu'un des journalistes les plus cités ces dernières années au Togo est en train d'avoir sa part de la bénédiction, celle réservée aux hommes et aux femmes engagés dans les médias. Le comité pour la protection des journalistes basé aux États-Unis avec pour credo d'observer les entraves aux journalistes et de promouvoir la liberté de la presse dans le monde honore le journaliste togolais Ferdinand Haïté. Récemment condamné à 3 ans de prison, il s'est retrouvé sur une courte liste de 4 journalistes issus de 4 pays, à savoir la Géorgie, l'Inde, le Mexique et le Togo. D'ordinaire, une distinction est un grand moment de joie. Celle du directeur de publication de l'Alternative va-t-elle susciter partout les mêmes réactions? Probablement qu'on aura les pour et les contre, à l'image de celle que le logo de la télévision nationale nous a offert ces derniers jours. Qui pouvait penser que les Togolais se seraient tant sentis concernés par le changement d'un simple logo et puis du journal de 20 heures. Visiblement, les médias togolais restent bien suivis par les Togolais puisqu'on ne peut pas danser et s'apprécier. Radio Pyramide espère être ces médias qui sont si écoutés par les populations. Hier, 1er juillet, la station a totalisé 7 ans qu'un groupe de journalistes, animateurs et techniciens réunis par un promoteur a commencé par bâtir la pyramide de Lomé. Récemment désignée meilleure station de la région maritime, sans doute qu'elle vise la conquête de tout le pays. Les partis politiques sont aussi dans la même dynamique, plus encore depuis que les autorités ont annoncé la tenue cette année des élections. Nul doute que les 6 prochains mois seront ceux de séduction et de conquête des électeurs installés aux 4 coins du Togo. Mais ceux installés dans le coin sud du pays ne seraient pas suffisamment pris en compte par les dernières opérations de recensement. Plusieurs partis s'en inquiètent ouvertement. À l'ANC, on lance un appel à la convocation d'une session du cadre permanent des concertations. Les acteurs du CPC vont-ils finir par se réunir sur le sujet? Eux n'ont pas attendu d'appel pour se concerter cette semaine à Lomé. Les chefs d'État de la Centrafrique et du Togo ont évoqué divers sujets dans le cadre d'une visite que Faustin Akange Touadéra a rendue à Fouagne-Singbe. La lutte contre le terrorisme a occupé une place de choix durant les échanges. Notre invité, Tchassona Traoré du MCD, vient de fêter lui aussi Tabaski. Comme je le disais tantôt, il répondra à une question dans un instant sur les 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyor. Maître Tchassona Traoré, bonjour. Bonjour mon cher ami. Comment vous allez? Joyeux anniversaire. Merci, nous en parlerons sans doute au cours de cette émission. Le temps passe si vite, c'est ce que je disais tantôt, déjà le 7e mois de l'année. Cela fait aussi plusieurs mois déjà que vous êtes passé au D12. Est-ce que vous avez senti que le temps passe très vite ces derniers temps? Le temps passe vite, comme vous l'avez dit. On est toujours surpris par le calendrier, tellement les choses vont vite. Et avec une charge d'occupation, de préoccupation, on ne voit pas le temps passer. Est-ce que ça a été toujours comme ça? Ben, écoutez, nous vivons à l'ère de l'Internet, tout va vite. Auparavant, on regardait le soleil du lever au couchant. De nos jours, ce n'est plus le cas. Nous avons des yeux rivés sur les smartphones. Et les choses vont très vite. Voilà.
En juillet, c'est donc la fin de l'année scolaire et bientôt les élèves vont partir, certains avec leurs parents, comme c'est de tradition dans les grands pays. Maître, est-ce que vous allez partir aussi en vacances? Non, les vacances, bon, en principe, il faut organiser des vacances pour voir le corps se régénérer. Les vacances sont importantes parce que l'organisme a besoin de se détacher de l'ambiance quotidienne et d'aller se régénérer et revenir. Je crois que de manière assez particulière, les Togolais s'offrent des vacances que leur bourse leur offre. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Ça dit que chacun s'organise à sa manière pour s'offrir quelques temps de vacances. Les fonctionnaires, parfois, c'est les week-ends, ils attendent les jours fériés ou les week-ends plus longs pour s'offrir quelques moments de repos. Pour les libéraux que nous sommes, parfois, c'est au détour des voyages que nous sentons en vacances pour pouvoir prendre un peu de l'air et revenir beaucoup plus régénérés. On sait que c'est une tradition dans les grands pays. Les mois de juillet et d'août sont consacrés à ces vacances-là et c'est souvent en famille entière qu'on se déplace. Oui. Soit on quitte son pays pour aller dans un autre pays. Tout cela est organisé dans ces pays-là de sorte que, bon, il y a également des résonances d'ordre économique là-bas et sanitaire pour se donner. C'est des périodes de soldes, c'est des périodes de grandes vacances, c'est des périodes où les gens s'offrent du plaisir d'aller se régénérer. Tout cela est organisé dans nos pays. Bon, écoutez, on a du mal déjà à asseoir le tourisme national. On ne connaît même pas nos pays. En principe, ce serait bien que, même quand on ne peut pas aller à l'extérieur du pays, qu'on voyage à l'intérieur pour découvrir le Togo profond. Mais malheureusement, notre organisation à la fois économique et sur le plan structurel ne nous offre pas tous ces moyens-là au niveau national. Et nous faisons le vœu que dans les prochaines années, nous puissions vraiment avoir un regard assez profond par rapport à ce type de demande. Les Togolais ont besoin de découvrir leur propre pays d'abord, de profiter des périodes de vacances pour se déplacer à l'intérieur, aller découvrir tous les coins du pays. Vous, personnellement, je sais que vous êtes de la région centrale. Est-ce que vous connaissez tout le Togo? Moi, j'ai eu cette chance depuis mon enfance d'avoir vécu, pas toujours avec mes parents. Ça m'a donné l'occasion de découvrir un peu le Togo profond. Hein, très tôt, j'ai quitté mes parents pour vivre à Bafilo et après à Kanté. Kanté, c'est après Niantougou, entre Niantougou et Mango. Donc, ça m'a permis aujourd'hui de connaître beaucoup le Togo, plus qu'il n'en faut. Donc, pendant les petites vacances, les vacances scolaires, je venais à Lomé, on faisait des petits boulots pour se payer les cahiers. Donc, on allait dans les villages, j'accompagnais mon oncle qui était transporteur. On allait dans les villages autour de Vaughan, Tablibo, tout cela, et parfois jusqu'à Palimé pour le transport de charbon, et du bois et parfois même des vivres pour Lomé. Donc ça m'a permis très tôt de découvrir le Togo presque dans tous ces compartiments. Je vous pose la question parce que on sait très bien qu'un certain nombre de Togolais qui nous écoutent en ce moment-là et qui sont nés à Lomé, certains basés à Lomé, meurent carrément à Lomé sans connaître ne serait-ce que Ngotien ou Atapamé. C'est dommage parce que, bon, en réalité, est-ce qu'il y a un reproche à leur faire? Non, parce qu'ils n'ont ils n'ont pas de raison de voyager. Il faut créer ces occasions-là, il faut offrir. C'est une offre qu'il faut faire aux Togolais, c'est-à-dire qu'il faut susciter l'envie d'aller découvrir. Que le Togolais qui soit né à Lomé ou qui soit né à Dapan, on sente le besoin un jour de écoutez, moi je me déplace pour aller voir ça. Il y a les Tata Tamberma par exemple, dans les faubourgs de Kanté. Si on les avait mis en valeur, s'il y a des moyens de transport adéquats, de bonnes voies, c'est-à-dire des routes qui ne sont pas accidentelles comme on le voit aujourd'hui, et que les gens sont rassurés, et qu'il y a des structures hôtelières pour toutes les bourses, pourquoi les Togolais n'iraient pas découvrir les Tata Tamberma? Pourquoi les gens n'iraient pas découvrir les Fosso Lions à Dapaon? Il y a beaucoup de choses qu'on a à découvrir, les grottes de Soudou, il y a beaucoup de choses que le Togo a, mais que les Togolais ignorent. Il y a beaucoup de structures artistiques, touristiques, il y a beaucoup de choses. Moi j'ai cette chance de découvrir un peu. Mais beaucoup de Togolais ignorent leur existence. Donc le ministère du Tourisme et de l'Environnement ont un travail énorme à faire
à offrir les Togolais cette chance d'aller découvrir le Togo profond. Donc là, c'est aussi une question d'ordre politique, puisque depuis les indépendances, on parle de brassage entre les populations installées sur un même territoire comme celui du Togo. Oui. Mais force est de constater, comme vous l'avez dit, qu'un certain nombre de Togolais sont dans leur coin et puis c'est bon. Non, non, parce qu'on n'a pas, on ne crée pas l'envie, on ne crée pas l'environnement adéquat pour amener les Togolais à se découvrir lui-même. On est toujours tourné vers l'extérieur. Regardez, vous parlez là des médias. Combien de Togolais écoutent les chaînes nationales? Aujourd'hui, à Lomé au moins, avec vos chaînes, c'est-à-dire les radios, les gens sont braqués et branchés là-dessus. Mais pour les chaînes de télévision, audiovisuelles, beaucoup sont tournés vers l'extérieur avec des décodeurs. Combien de personnes connaissent vraiment notre propre environnement médiatique? Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà des efforts à faire à tous les niveaux pour que les Togolais s'intéressent à leur pays. J'espère que au niveau du gouvernement, comme c'est fait depuis quelques années, on sait que les meilleurs élèves sont souvent pris en compte dans le cadre de ces vacances. On leur fait découvrir certaines localités du pays. On espère qu'au-delà de ce programme-là, d'autres programmes pourront permettre à des personnes plus âgées de connaître le Togo. Je me pose la question aujourd'hui, quel est le contenu réel au niveau des charges gouvernementales, au niveau de certains départements ministériels? Ce que nous disons là est important pour le Togo. Qu'on fasse en sorte que les Togolais découvrent leur pays, qu'ils aiment leur pays, qu'ils voient un peu ce qui se passe ailleurs, qu'on se découvre. On a un ministère du tourisme. On a de la culture, un ministère de la culture, un ministère du tourisme. Tout cela aujourd'hui, on a comme l'impression que bon, c'est pour la façade, en réalité qu'il n'y a pas de contenu. Parce qu'il faut travailler là-dessus, il faut mettre en place une véritable politique qui amène les gens à se découvrir, à aimer leur pays, à vouloir se déplacer. C'est déjà une chose que de prendre en compte les meilleurs élèves pour leur offrir cette opportunité, mais combien sont-ils? C'est une goutte d'eau dans la mer. Ça, ce n'est pas important. Quelle est la plus-value? Quel est le retour sur l'investissement? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut faire en sorte que ça devienne une tradition chez les Togolais de voyager à l'intérieur, aller découvrir leur pays. Nous parlons de vacances, ben le comble, pour ce qui concerne les Togolais, c'est que même pour les congés, un certain nombre de travailleurs passent le congé dans leur maison. Oui, parce qu'il faut des moyens pour aller en vacances. Par rapport quand on a les salaires qui stagnent, qui n'ont pas beaucoup bougé. Et quand on voit l'inflation, c'est la courbe de l'inflation, la cherté de la vie, tout cela, ben des gens sont réduits au strict minimum. Il y a deux données essentielles en économie. Il y a le niveau de vie et le genre de vie. Les deux choses n'indiquent pas les mêmes réalités. Le niveau de vie, ça traduit réellement ce que l'adéquation entre ce qu'on a comme ressources et ce qu'on peut avoir à dépenser. On parle là du niveau de vie. Vous avez un salaire, vous adaptez votre salaire à ce que vous avez, c'est-à-dire vos besoins au salaire. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle le genre de vie. Le genre de vie, c'est ce qu'on ajoute au-delà de cela, tout ce qu'on met à côté pour que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise. Je lisais rapidement, j'ai vu un truc circuler où le Togo se situe à 122e rang dans les pays au monde, c'est-à-dire dans les pays où les gens sont heureux. Donc ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas honneur à notre pays. Il faut travailler à améliorer ces indications. Vous avez dit à l'entame de l'émission que prendre ses vacances ou se reposer, c'est une manière de se requinquer, de se retaper. Mais est-ce que tout le monde le sait? Oui, tout le monde le sait, mais tout le monde ne peut pas s'offrir les moyens. Ce n'est pas l'envie qui manque. Donc c'est une question de moyens. Oui, c'est une question de moyens. Vous imaginez le nombre de étudiants qui ressortent du secteur public. Beaucoup de fonctionnaires, le soir, en rentrant chez eux, font un arrêt pour faire un peu de transport par étudiants avant de rentrer chez eux. Ça voudrait dire que le salaire ne suffit pas. Il faut d'autres ressources pour pouvoir arrondir les angles. Tout cela, comment celui-là, vous allez lui parler des vacances? C'est dur pour le Togolais. Donc voilà, c'est ce genre de situation que nous voulons améliorer dans le pays par les années à venir. Quand on parle de vacances ou de moments de détente, il y a cette question aussi que nous avions dû aborder cette semaine sur nos antennes, c'est la question de la disponibilité des lieux de loisirs. Et il y a un Togolais qui disait tantôt, sous forme de blague, que si nous n'avions pas la plage au niveau de Lomé,
ça va être très dur parce qu'on se rend compte que à chaque fête maintenant, la plage de Lomé, Oui. Ça devient le seul lieu d'attraction. Malheureusement, c'est le constat. On n'a pas de parc, on n'a pas d'espace vert. Il n'y a rien, il n'y a rien. Vous savez, je suis rentré lundi d'un pays du Maroc. Je suis rentré lundi seulement passé du Maroc. Quand j'étais à Rabat, mais quand vous voyez les performances de ce pays-là, comparé au nôtre, bien sûr, c'est un pays plus grand, historiquement plus vieux que le nôtre, qui a une culture assez solide. Mais quand vous prenez les éléments constitutifs, c'est-à-dire qui rentrent en réalité dans la constitution de l'économie, ils ne sont pas trop loin du Togo. C'est un pays qui a un littoral, bien sûr, le littoral est plus grand que le nôtre, il s'organise autour du tourisme. C'est un pays qui n'a pas de pétrole, le Togo n'a pas de pétrole, jusqu'ici, entre guillemets, on ne sait pas si on en a ou on n'en a pas, parce que ça c'est une question qui est querellée. C'est un pays qui a une population pas trop grande non plus, mais quand vous voyez le niveau de développement du Maroc, vous vous dites, mais comment se fait-il que nous, on en est toujours là? C'est une question de volonté politique. C'est une question d'ambition politique. Quand on a une ambition pour son pays, on s'offre les moyens. Je me rappelle quand vous prenez le Sénégal, Dakar, d'avant Ouad, vous arrivez là, c'est des vieilles bâtisses coloniales qu'on retrouve. Peut-être la circulation est difficile quand vous venez vers vous quittez Ngor pour venir au centre-ville, le plateau, c'est difficile. Entre midi, vous quittez à 10h Ngor pour venir au centre-ville vers la présidence là-bas, parfois c'est 2h, 3h de temps à Dakar. Mais quand Ouad est arrivé au pouvoir, il s'est dit, mais écoutez, qui n'a jamais vu un jour un pays être enfermé parce qu'il s'est endetté. Et pire encore, plus un pays s'endette, plus on lui donne de l'argent. Il est allé chercher l'argent, il a commencé par développer Dakar. Aujourd'hui, Dakar est très loin. Donc c'est une question de vision, une question d'ambition. Vous savez, on a un petit pays, 56 000 km². Un petit pays qui n'est pas très accidenté. On a des ressources. On a une population dense, à peu près 8 millions d'habitants. On n'a même pas de route. Voyez-vous l'état de notre route? La seule grande route qui relie de sud au nord, combien faut-il dépenser pour faire une autoroute digne de ce nom? On a un chemin de fer qui est resté à l'état de l'indépendance. Depuis là, il n'y a rien eu de fait. On nous a blagué pour nous dire qu'il y avait une société de chemin de fer avec Bolloré, mais on n'a rien vu venir. Or, tout cela aujourd'hui, si on a de l'ambition, on peut le faire. Il faut réorganiser le pays, il faut se donner des moyens. Les moyens ne manquent pas pour le pays. Mais nous pensons que là où il le faut, c'est une nouvelle vision, une ambition vraiment. Mais qu'est-ce qui décide des ambitions? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus ambitieux? Puisque quand on regarde un peu ceux qui dirigent le pays, mais ils voyagent ceux-là. Ils voyagent. Malheureusement, ce que nous disons, c'est que nous passons trop de temps à nous quereller. Vous voyez, nous allons aller à des élections. Ça a commencé déjà avec le recensement, avec tout ce que nous avons comme reproche. Nous passerons encore les 5 prochaines années à parler des élections qu'on va organiser cette année. Donc, le gouvernement qui cherche à dire, mais ça s'est bien passé, l'opposition que nous sommes continueront toujours par revendiquer un certain nombre de choses. Ça fait que ça ne laisse plus d'espace à beaucoup plus une réflexion de construction. Mais le gouvernement qui doit se donner les moyens pour éviter ce débat-là, malheureusement, c'est lui qui l'alimente. Donc, il vaut mieux partir du bon pied, c'est-à-dire qu'assainir le débat au niveau de tout ce qui est conflictuel, faire en sorte que lorsque nous partons, nous finissons une étape électorale, que tout le monde dise ben ça s'est bien passé, pensons au développement du pays en de l'avant. Tout cela constitue aujourd'hui des freins qui font que nous n'avançons pas. Quand on regarde effectivement le Togo en comparaison avec les pays voisins, on a l'impression que beaucoup ont passé le cap des querelles politiques et se sont consacrés au développement de leur capitale, notamment. Vous prenez Accra, aujourd'hui beaucoup de Togolais font référence à Cotonou. Moi je ne suis plus allé à Cotonou, ça fait un bon bout de temps. Il semble que Cotonou est en train de se développer. Cotonou a beaucoup changé depuis 7 ans, ça a changé énormément. J'étais à Cotonou il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines ou 4, il y a un mois à peu près, j'étais à Cotonou. Mais ça a changé énormément. Ça a changé les petites ruelles à Cotonou, tout ça goudronné ou pavé. Donc,
il y a beaucoup de choses qui se font, mais pas seulement à Cotonou, à l'intérieur du pays. Prenez la ville de Parakou. Avant, on comparait Parakou à... Ils étaient presque sur le même niveau de développement à Parakou, Sokodé, par exemple. Aujourd'hui, Parakou, je ne sais pas avec quelle ville de l'intérieur on peut comparer Parakou. Parce que j'y vais souvent pour des cours, donc je sais de quoi je parle. Hein? On ne sait pas avec quelle ville de l'intérieur on peut comparer Parakou. Donc, quand vous prenez ces villes, j'ai cette chance également de faire toute la ligne Cotonou jusqu'à Malanville. Donc, quand vous arrivez dans toutes ces grandes villes-là, il y a au moins une unité de production, surtout sur le coton, qui utilise une main-d'œuvre. C'est-à-dire que pour la transformation du coton, du soja, tout cela, il y a toujours dans des grandes villes, à Kandi, à Ouerket et tout cela, on trouve toujours des structures économiques qui attirent du monde, qui font travailler du monde. Et puis la décentralisation, elle est assez avancée là-bas. Les maires ont plus d'autonomie au niveau politique comme au niveau foncier, c'est-à-dire financier. Toutes choses ici qui stagnent encore. Nos maires prennent leur marque sur le terrain du développement. Peut-être qu'il n'y a pas eu de services après-vente, on doit pouvoir leur former, leur mettre en main un guide du maire ou d'élus locaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que ça stagne encore. Moi, quand je vois Sokodé aujourd'hui, je me demande si on a un maire. Oui, mais en fait, quand vous évoquez la question des mairies, beaucoup pensent que le problème, c'est beaucoup plus au niveau du ministère. En réalité, certains pensent que le rapport entre les deux structures, pour l'instant, ce rapport, soit il n'est pas très bien compris, non, il y a un problème quelque part. Apparemment, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais vous donner des exemples que j'ai vécu tout récemment lors du congrès de mon parti. Nous envoyons une lettre d'information à monsieur le maire de Agonivé, 2, non, oui. Une lettre d'information pour lui dire qu'on a un congrès dans sa localité, Stafoupadesque. La préposée qui était là pour recevoir le courrier fait obligation à mon coursier d'acheter d'abord le timbre municipal pour mettre sur la demande avant que le maire ne reçoive. Ça, c'était une surprise. On ne vient pas demander de l'emploi, et puis c'est une lettre d'information. Donc, chaque mairie, ça dit, gère comme si... ça dit comme chacun fabrique sa gestion. Après, on dépose, on nous dit non, que ce n'est plus là qu'il faut aller à la préfecture. On arrive à la préfecture, le préfet dit écoutez, il faut que vous nous produisez vos récépissés d'existence, comme si c'est aujourd'hui qu'on est là. Voilà des petites choses qui questionnent. On se demande, mais est-ce que les collectivités au niveau territorial, ils ont été suffisamment formés? Est-ce qu'ils ont une feuille de route, au moins un guide qui leur permet de savoir exactement ce qu'ils doivent faire? Donc tout cela questionne. Il faut que le ministère travaille. Cette question-là, un jour, bon, j'évoquais cette question-là avec le ministre Boupessi, dit, mais maître, c'est le problème qu'on a tous les jours avec nos préfets. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Eux, ils sont obligés, le ministère est obligé parfois de mettre un peu du sien déjà pour redresser certaines choses. Vous voyez, par exemple, il y a un maire ici qui fait injonction à l'ensemble des sociétés de transport que désormais de ne plus avoir leur gare personnelle, mais de se transporter à la gare routière d'Agbalépédogan, comme quoi, parce que la gestion des collectivités, des gares routières relève de la compétence des mairies. C'est ce qui est écrit dans les textes. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il met dans le contenu compétence? Pour lui, à part dans les compétences là, donc aucune société établie au Togo, lorsqu'elle fait le transport, ne peut avoir une station privée. Il faut qu'ils viennent dans les stations prévues, c'est-à-dire municipales. Ça crée des problèmes, des tensions inutiles. Alors que c'est des sociétés qui obéissent à des textes supranationaux, c'est-à-dire que c'est le texte de l'OADA qui régissent le fonctionnement des sociétés. Chaque société a son siège, c'est-à-dire son lieu de travail, qui est sa gare routière. Maintenant, lui, il veut, par une loi nationale, c'est-à-dire imposer une directive à une société dont les statuts sont régis par une disposition supranationale. Voilà des problèmes que ça pose au niveau des compétences. Donc, il faut un travail de fond, former ces maires, leur donner un guide du maire, de l'élu local,
pour que chacun puisse savoir quelle route qui est le sien. Certains pensent que à la deuxième mandature, qu'on aura beaucoup plus de succès avec les différentes mairies. Mais quand vous parliez tantôt, vous avez fait une comparaison entre Sokode et Parakou. Je sais que je connais Sokode depuis des années, mais j'ai l'impression, peut-être que je peux me tromper, que c'est une ville qui ne change pas. Ah oui. Écoutez, ça, ce n'est plus. Ça me rappelle euh, une aventure qu'on a eue dans les années 90. J'étais avec Eva Bassirou et compagnie. On avait sorti une déclaration qui avait été publiée dans Atopani Express. Et c'est moi qui étais l'auteur du texte à l'époque. Ce que des villes oubliées qui nous a fallu des déboires énormes. Donc, est-ce que cela a changé réellement? Non, ça n'a pas changé. C'est dommage. Parce qu'on ne peut pas bâtir une ville comme ça sans qu'il y ait... L'État ne peut pas tout faire, mais doit donner les directions, les moyens et faciliter certaines choses. Hein, il faut vraiment... Si Mais le grand marché, il est encore là, au bord de la route. Oui, ils sont en train de refaire le grand marché, comme tous les autres marchés à l'intérieur du pays. Bon, ça traîne depuis presque plus de 3 ans qu'ils sont là-dessus. La route qui va vers Bassar. Bon, ils sont en train de faire la route de Sokode-Bassar. Apparemment, ils vont entamer celle de Sokode-Chamba. Peut-être que ça peut changer. La poste. Ça peut changer un peu. La poste est là. Oui, la poste est là. Ça, c'est la poste qui date des années, je crois, Gruniski. Bien, merci. Nous espérons que beaucoup de choses vont pouvoir changer puisque vous parlez d'ambition. On espère que les ambitions vont être un peu partout. Mais je voudrais savoir, puisque je vous vois souvent, je sais que vous êtes musulman, j'essaie de savoir, vous êtes un maître, notaire. Est-ce que vous êtes un El Hadj? Oui, j'ai fait plusieurs fois le pèlerinage. Plusieurs fois? Oui. Mais pourquoi plusieurs fois? Bon, vous savez, ça fait partie de la foi. Toutes les fois que tu y vas, tu vas dans un lieu, c'est comme les pèlerins qui vont plusieurs fois également sur les lieux de pèlerinage. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? C'est le salut de Dieu. Mais est-ce que c'est un défi pour le musulman de se battre pour y être? Non, ce n'est pas un défi. Parmi les 5 obligations, les 5 piliers de l'islam, il y en a forcément 2 ou 3 qui sont soumis à conditions. Donc, celles qui sont obligatoires sur les 5 piliers de l'islam, c'est la proclamation de la foi, c'est-à-dire l'adhésion à la reconnaissance qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Ça, c'est la première qui est obligatoire pour être musulman. Ce qui est également obligatoire, c'est la prière quotidienne. Il faut prier de manière quotidienne. Mais le pèlerinage à la Mecque, on dit quand tu en as les moyens. Mais quand tu n'as pas de moyens, ce n'est pas un péché. Hein? Également, pour le jeûne également, quand tu es malade, tu ne peux pas jeûner. Hein? Et puis il y a également la zakat. C'est sur le surplus que tu as laissé que tu fais la zakat. Donc, la religion n'est pas aussi rigide. Donc, aller à la Mecque ressort. Il faut avoir des capacités financières pour y aller. Est-ce que votre position de musulman, par exemple, de musulman pratiquant El Hadj, Tchassona, Traoré, est-ce que cela influence éventuellement votre action politique? Non, vous savez, la religion a ceci de particulier, chez moi particulièrement, que j'essaie de faire la distinction entre le bien et le mal. J'ai le sens de la mesure. Avoir le sens de la mesure que toute chose, ça veut dire que chaque chose peut arriver en son temps et puis que ne pas être celui qui croit qu'il connaît tout et qui pense que le diable c'est l'autre, que le bon c'est l'autre. Donc ça nous donne le sens de la mesure parce que tu sais, nous sommes faits de chair et de sang. L'homme, il est bon comme il peut devenir mauvais. Donc cette relativité dans ce qu'on appelle le destin humain, savoir que toute chose peut... Rien ne nous arrive si ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout cela fait en sorte que parfois nous avons le sens de la retenue, de la mesure et de la tolérance surtout. Il faut être très tolérant. Mercredi, les musulmans ont célébré donc Tabaski, ils ont célébré le sacrifice du prophète Abraham. Comment est-ce que vous l'avez observé chez vous? Non, ben, on a fait ça comme tout le monde. Nous sommes allés la veille, nous avons fait le jeûne qui est recommandé.
Parce que pendant que nos co-religionnaires sont au mont Arafat en train de prier, nous qui sommes restés au pays, nous devons nous mettre en communion avec eux par le jeûne. On a fait le jeûne. Et le lendemain, nous sommes allés prier. Après la prière, on est venu immoler ce qu'on a comme bétail à immoler. Et toute la Vous avez fini toute la viande? Non, c'est le partage. Il faut donner à tout le monde, tous les voisins, tout ça là. Dieu est trop loin de moi pour que je lui apporte la viande. Fallait m'appeler. Non, pourquoi pas. La prochaine fois, vous serez inscrit dans le cahier. On a constaté que quand même ce rapprochement là entre chrétiens et musulmans, un geste fort qui a été fait cette semaine. On a vu que la communauté musulmane a offert, c'était une vache à l'archevêque de Lomé. C'est dit que je crois que c'est la première fois que ça se passe. Nous avons ici, nous oublions que, bon, à l'entame du jeûne musulman, l'évêque de Lomé également a offert des dates aux musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, qu'on doit positiver, on doit encourager. Parce que nous avons beaucoup de choses en commun. On a beaucoup de choses en commun. Le chemin de Dieu que nous empruntons tous nous commande à la tolérance. C'est la tolérance. Savoir que, ça dit que la religion musulmane est là sur de particulier. Est-ce à toi de contraindre à l'autre à être musulman? Il y a point de contrainte en islam. Et qu'il y a quelque part encore, il est dit que si Dieu avait voulu que tout le monde fût juif, c'est-à-dire judaïste, il n'aurait pas autorisé que d'autres religions viennent. Donc s'il y a eu le judaïsme après Moïse, il y a eu le christianisme et qu'il y a eu l'islam aujourd'hui, c'est par la volonté de Dieu. Nous devons plutôt apprendre à nous connaître, savoir qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce que nous avons en commun, et célébrer ce que nous avons en commun. Ce qui nous différencie, chacun en fait ce qu'il veut. Comprenez? Donc l'essentiel, c'est ce que nous avons en commun. Nous avons ceci de commun que nous croyons à l'existence d'un seul Dieu. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Quand vous prenez la Bible comme la Torah, vous retrouverez beaucoup de dispositions de Bible et de la Torah dans le Coran. Donc, on peut considérer que dans la lignée, dans la hiérarchie, c'est-à-dire au niveau des textes révélés, que le Coran est venu fermer un peu, est venu terminer, clôturer la séance des révélations. Donc, c'est pour ça qu'il est recommandé fortement à un musulman. Si tu veux te dire bon musulman, tu dois pouvoir apprendre à lire la Torah, lire l'évangile, c'est-à-dire la Bible, avant de mieux comprendre ta propre religion qui est l'islam. Quand tu connais l'autre, tu ne peux pas le combattre. C'est l'ignorance qui amène les gens à se détester. L'ignorance. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes, se disent musulmanes ou juifs, mais ne connaissent même pas leur propre religion, encore moins celle des autres. Donc, il faut apprendre à connaître l'autre. Et ce travail-là a commencé depuis longtemps par déjà le Vatican, qui a noué des relations. Le Conseil européen également a mis en place un mécanisme de collaboration entre les religions. Et ils se rencontrent souvent soit en Arabie Saoudite, soit dans la cité de Vatican, pour échanger sur un certain nombre de thématiques qu'ils ont en commun et pour mieux découvrir et asseoir ce rapport interreligieux. Donc on peut dire que les guerres de religion, le djihad par exemple, c'était du temps perdu là. C'était une faute. Le djihad, l'islam, contrairement à ce que des gens pensent, le djihad, en tout cas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, jusqu'à ce qu'il parte, il n'a jamais été attaqué. Parce que voilà ce que la religion dit par rapport à la guerre. Qu'il faut être des renégats qui déversent le sang un peu partout, que c'est interdit. Un musulman ne doit pas ôter la vie à l'autre de manière, ça dit sans raison, voilà. De deux, c'est la question de la mesure. Des gens n'ont pas compris le sens de ce verset qui dit c'est-à-dire dent pour dent, œil pour œil. En réalité, ce verset-là ne traduit que la mesure. Hein, il faut avoir de la mesure. Quand l'autre t'insulte, ce n'est pas la peine d'aller le gifler.
C'est la proportionnalité de l'action et de la réponse. C'est tout ce que cela veut dire. Que tu ne peux pas aller faire à l'autre, lui apporter une réponse qui n'a rien à voir avec l'acte qu'il a posé. Il faut avoir de la mesure. Et il est dit que les seules fois où le musulman il lui est autorisé de se battre, c'est dans les cas où il est menacé dans l'exercice de sa foi. Il est menacé, donc il doit riposter pour défendre sa foi. La deuxième fois où il est demandé, il est autorisé à un musulman de se battre, lorsqu'il est menacé dans son rayon d'existence, sur son territoire, là où il vit, on vient le chasser de là, défends ton bien. Et la troisième fois, c'est ton patrimoine, il faut le défendre. Donc, la religion musulmane met plutôt le musulman sur une position beaucoup plus défensive que offensive. Sinon, ce que les gens font de la religion aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est par ignorance. Donc, en fait, ceux qui, depuis un temps, sont désignés sous le vocable de djihadistes, là, ceux-là, ils sont totalement dans le tort. Ils sont dans le tort. En réalité, c'est... Comment vous pouvez vous comprendre comme musulman? La plupart de leurs victimes, c'est qui? Ce qu'on appelle djihadistes. Qui ils attaquent le plus? C'est beaucoup plus leurs co-religionnaires qu'ils attaquent. Alors, quelle est cette religion dans laquelle les gens s'entretuent? Donc, il faut aller chercher la raison ailleurs que sur le terrain religieux. Bien, merci. On sait que le sacrifice était ce que vous avez célébré cette semaine. Oui. Et cela se retrouve également dans la Bible, puisque le prophète Abraham, ce passage-là se retrouve et dans le Coran et dans la Bible. Mais quand vous regardez les Togolais, là, puisque eux tous, relativement, soit ils sont chrétiens, ou soit ils sont musulmans, ou quelque part ils sont animistes, en fait, pour les religions endogènes. Même là-bas, on parle de sacrifice. Est-ce que vous pensez quand même qu'ils mettent autant en avant ce sacrifice-là dans leur vécu au quotidien? Oui, ça c'est comme un rappel. Ce sacrifice, si nous le faisons tous les ans, c'est pour nous rappeler de manière constante qu'on doit vivre dans le sens du partage. Pour qu'on n'oublie pas, l'homme par nature oublie trop vite. Alors si chaque année, à cette période-là, vous devez renouveler ce geste-là, c'est pour que cela s'incruste dans notre comportement, qu'on sache que toute notre vie durant, on doit vivre dans le sens du partage. Ce n'est pas une affaire ponctuelle, parce que c'est la fête, mais c'est comme ça que c'est fait. Que dit la religion musulmane par rapport à ce sacrifice? Quand vous immolez une bête, elle est divisée en 3 parties. La première partie va à l'ensemble de ceux qui vous entourent, et qui n'ont pas fait le sacrifice, donc qu'ils soient chrétiens, animistes, quelle que soit leur croyance religieuse, vos voisins immédiats, il faut leur donner ça. La première partie, c'est pour eux. La deuxième partie, c'est pour vos amis, ceux qui n'ont pas fait que vous connaissez, Tiogbe et consorts, je peux aller leur donner. Et la troisième partie, c'est une troisième partie qui reste pour la famille. Ça veut dire tout simplement quoi? Qu'il faut entretenir d'abord le voisin qui est votre proche parent, avec qui vous devez vivre toute votre existence en symbiose, quelle que soit sa religion. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien que vous êtes musulman que cela doit constituer une différence pour vous. Non. Qu'il soit animiste, qu'il soit quoi que ce soit, vous devez vivre en harmonie parce que c'est ton plus proche parent. Donc c'est un rappel. Le sacrifice qu'on fait tous les ans constitue un rappel à cet acte-là, à cette vie communautaire, cette vie de partage et d'échange entre parents. Et également d'entretenir, c'est-à-dire aider ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas eu les moyens pour faire le sacrifice. Ça peut être des musulmans comme vous, mais qui n'ont pas eu les moyens pour immoler. Il faut aller leur faire quelque chose. Mais ça cause beaucoup de problèmes. Ce deuxième volet là cause beaucoup de problèmes dans des pays qui sont presque majoritairement musulmans. Tout le monde immole finalement, qui donne à qui? Du coup, dans beaucoup de pays musulmans, ces viandes-là sont mises. Les associations les récupèrent pour aller les donner dans des pays tiers. Voilà comment ça se passe. Donc, ce n'est pas un geste isolé, mais c'est un geste de rappel de ce que nous devons vivre ensemble. Ce geste qui est un geste de partage, donc de solidarité, qui d'une certaine manière est observé dans votre communauté, et le geste qui a été fait également cette semaine quand nous évoquions l'archevêché de Lomé,
Et on sent que là, il y a quelque chose qui se passe. La difficulté, finalement, est-ce que ça ne va pas être nos positionnements ou le positionnement politique des Togolais? Parce que si le chrétien et le musulman s'entendent très bien, en réalité, il ne doit pas avoir trop de problèmes dans le vécu au quotidien des Togolais. En tout cas, je crois que les communautés travaillent là-dessus sur les questions essentielles. Vous savez, le politique et le religieux, ils ont beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que c'est le religieux comme le politique réfléchissent au bien-être de la population. Comment vivre en harmonie, comment vivre bien, rappel des principes qui gouvernent le monde. Vous voyez, quand vous prenez les dispositions du Code civil aujourd'hui, hein, il est, c'est-à-dire beaucoup de dispositions de ce Code civil sont d'inspiration religieuse, à la fois musulmane et chrétienne. Prenez la monogamie. La monogamie, c'est la religion catholique qui l'a menée dans le Code civil pour vivre en harmonie. Hein? Quand vous prenez beaucoup de dispositions dans le Code civil français que nous avons, qui inspirent nos lois ici, beaucoup de dispositions viennent également, plus de 25% de ce Code civil vient du Coran. Donc, beaucoup de choses, le religieux et le politique ont beaucoup de choses en partage. À la seule différence que si le religieux, lui, pense double de comment vivre, comment la vie en communauté, en même temps dans les rapports que l'homme a avec son créateur. C'est ça la seule différence. Mais le politique, lui, réfléchit à mettre en adéquation les moyens existants et les ambitions de construire un monde merveilleux. Parce que c'est lui qui a les ressources de l'État, c'est lui qui reçoit les impôts, c'est lui qui a en charge de mettre en musique cette volonté-là de pouvoir construire une nation harmonieuse et qui se développe. Mais quand je fais allusion à la politique, c'est sous des thèmes beaucoup plus partisans. On sait très bien que celui qui est de la gauche ne pense pas forcément de la même façon que celui qui est de la droite. Au Togo, jusqu'ici, le religieux n'a pas beaucoup eu d'incidence, sauf si vous voulez faire appel à un clin d'œil au passé récent avec la dynamique. Mais je crois que ça vous avez vu que ça n'a pas emporté l'adhésion de tout le monde. Du moment où, s'il y avait au moins parmi les candidats, ne serait-ce que c'est le seul candidat de la dynamique qui est chrétien, ça aurait une incidence telle que vous le dites. Mais à partir du moment où, ça c'est un choix qui a été fait, mais il y a eu également d'autres candidats qui sont chrétiens. Donc les chrétiens ne peuvent pas se dire, écoutez, parce qu'un seul l'évêque a dit il faut être avec tel, que forcément ils vont être avec lui. Bien, merci El Hadj Traoré Kassona. Je rappelle que vous avez été plusieurs fois à la Mecque, ça c'est pas donné à tout le monde, c'est ce que j'ai remarqué, puisque aujourd'hui quand on fait un peu le calcul en termes de dépenses pour se rendre à la Mecque, c'est pas rien. C'est lui qui est notre invité de ce dimanche. Il est le président du MCD. Vous avez la possibilité, comme c'est de tradition, de participer à l'émission. Moi, je vous rappelle les contacts 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Gérard. Oui, Gérard, parlez plus fort s'il vous plaît. Gérard, vous avez un poste qui est allumé à côté et puis j'ai l'impression. Allô? Oui, allez-y, on va voir. Merci. Merci. Je remercie notre invité ce matin parce que ça fait à ce moment un bon débat. Il a exploré beaucoup de choses qui m'ont intéressé, qui m'ont fait plaisir. Mais je voudrais apporter ma part avant de poser quelques questions. Et concernant les vacances, il a tout à fait raison. C'est parce que pendant longtemps, vous avez vu, les programmes scolaires ne nous ont pas habitués à connaître notre pays. Je suis sûr que là, vous êtes, quand vous étiez élève, vous n'avez jamais entendu parler, par exemple, de Attaque de Zou.
parce que le programme qu'on nous avait taillé à l'époque était majoritairement tourné vers l'extérieur. Maintenant, je remercie le ministère des enseignements primaires secondaires qui fait des efforts dans les réformes et qui essaye de faire de sorte que tous les Togolais actuellement s'intéressent à leur pays. Quand vous prenez les programmes, surtout en histoire et en géographie, tout est maintenant tourné sur le Togo. Tout tourne autour du Togo et vous allez voir, vérifiez les cas de vos enfants, vous allez voir que les enfants, vos enfants même vont vous instruire sur tout ce que nous avons. Mais comme l'a dit l'invité, il revient aux autres ministères de faire le travail. Le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Habitat, c'est eux, au-dessus, qui doivent faire le travail pour que les autres s'intéressent au pays. On a l'impression que c'est tourné vers l'extérieur. Maintenant, concernant les vacances, comme tu l'as remercié, il y a aussi les contingents sociaux qui bloquent certains néo-citadins à retourner vers eux, à retourner chez eux, pour que les enfants connaissent leurs familles. Les enfants lomés, ils n'ont jamais traversé à Goya. Or, ils sont de Tandapamé, ils sont de Palimé, ils sont de Sokolé. Comme quoi, là-bas au village, il y a des sorties. Donc, on doit revoir ce photo. Maintenant, ma question. Notre invité, est-ce qu'il ne voit pas que l'alternance au pouvoir est indispensable pour le développement du pays? Précisez. Est-ce que moi, si je suis d'accord, c'est pas voter, c'est un droit. Je n'ai pas eu ma carte d'électeur. J'ai encore marché, on a crié pour que la famille qui est chargée de nous donner les cartes puisse nous donner ces cartes. Et après, c'est après qu'on va dire que voilà, cohésion nationale, concorde. Non. Troisième question. Monsieur Tatona est musulman. J'aime beaucoup les musulmans. Mais j'ai l'impression qu'ils aiment partager lors des fêtes. Mais lors des fêtes des chrétiens là, la plupart des musulmans, quand on leur donne, quand un chrétien par exemple tue un peu et leur donne la nourriture, j'ai l'impression que certains jettent les nourritures là. Est-ce que pourquoi cela? Merci. Bien, merci, cher ami Gérard, pour votre développement. J'avoue qu'il a été relativement long. Mais sur la question de la sorcellerie dans les contrées à l'intérieur du pays, qui bloque à ce que certains puissent ramener de temps en temps leur progéniture au village, c'est une réalité. Oui, je crois que le problème, ce qu'on appelle les contingents sociaux, comme il l'a dit, il ne faut pas trop donner du prix à ça. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que, bon, nous vivons dans un monde, on ne vit pas seul. Il y a des forces occultes qui nous entourent. Mais chaque chose obéit à un ordre bien déterminé. Ils ont leur logique, ces forces occultes ont leur logique, les hommes en ont les leurs. Mais vous croyez que si, vraiment, parce qu'ils sont sorciers ou sont tout puissants, s'ils avaient toute cette puissance-là, il n'existerait sur Terre que seulement des sorciers et des puissants. C'est parce que, effectivement, Dieu, dans sa grandeur, a fait en sorte que toutes choses reviennent à lui. Donc, il ne faut pas trop s'abandonner à ça, avoir peur. Alors, même si vous êtes à un endroit, si vraiment le sorcier veut vous atteindre, il pourrait se déplacer, vous retrouver là. Donc, cela ne doit pas pouvoir nous empêcher d'évoluer. On ne nie pas leur existence, mais nous disons qu'il y a toujours plus grand que l'autre. Bon, voilà. Maintenant, pour revenir à des questions qu'il a posées. Oui, c'est déplorable ce qu'il dit par rapport aux musulmans qui rejettent la nourriture offerte par les chrétiens. Si cela existe, vraiment c'est déplorable. C'est parce que, comme je l'ai dit, beaucoup ignorent, c'est l'ignorance. Quand le chrétien et le musulman ont beaucoup de choses en commun, ils ont la croyance en un seul Dieu unique. Ce que le chrétien immole est halal, c'est-à-dire que c'est licite pour le musulman. La seule chose qui nous différencie, le chrétien consomme l'alcool, c'est-à-dire le vin ou tout ce qui va avec. Toi, il t'est interdit de consommer. Donc, s'il te donne ce qui t'est interdit, tu peux lui dire, ah ça, moi je ne prends pas ça. Il est interdit aux musulmans de consommer la viande du porc, n'est-ce pas?
Et tous les chrétiens savent que le musulman ne mange pas la viande du porc. Donc, je ne vois pas en quoi, si c'est tout ce que le musulman peut manger quand c'est offert par un chrétien, il peut le manger. C'est la question de la boisson, et même dans les églises chrétiennes également, il est interdit de boire de l'alcool. Voilà. On sait en réalité quand même que, Voilà. au-delà de ces interdictions-là, les gens passent. Donc, c'est de l'ignorance, c'est de l'ignorance. Donc, on a, mon cher compatriote, c'est de l'ignorance. Je crois que c'est des choses qui vont évoluer. Donc, la question de la carte. La carte d'électeur. Vous avez raison. Dans la zone 1. Vous avez raison, mon ami. Bon, c'est même que la zone, moi, je suppose que c'est consiste à Lomé parce que c'est plus criard. C'est quand même. On ne comprend pas pourquoi. On doit encore faire parlementer pour obtenir qu'on revienne sur la zone 1 pour corriger ce que le gouvernement lui-même a constaté. Jusqu'au Conseil de ministres a constaté les dérives et qu'on ne puisse pas le corriger. Voyez-vous, nous avons même fait la démarche. Pendant que ça commençait, on était 4 partis, on a demandé à rencontrer le président de la CENI, on l'a rencontré. Il y a M. Antoine Foli, il y a Aimé Goguet, il y a moi, il y a l'autre Beliki de la CPP. On a rencontré l'équipe de la CENI pour leur signifier notre mécontentement par rapport à la façon dont les choses se déroulent et pour demander qu'on rallonge davantage pour que nous puissions, tout le monde puisse avoir sa carte. Ce jour-là, unanimement, on leur a dit, écoutez, le fait pour un citoyen d'avoir sa carte est un droit fondamental. Il est garanti par nos textes. Donc, la CENI ne peut en aucun cas invoquer des questions de limite de moyens pour refuser d'enrôler un citoyen. Qu'on ne peut laisser un seul citoyen sur le bord de la route et qu'il faut se ressaisir. Ça, c'est la première des choses. Malheureusement, on n'a pas vu de changement. On n'a pas pu rencontrer le ministre à l'époque parce qu'il était en déplacement. Donc, c'était le 13 mai, en pleine séance. Donc, nous avons fait ce plaidoyer-là. Mais c'est la question que je me pose, en toute sincérité. On a une CENI qui est paritaire, dite paritaire, dans laquelle nous avons nos amis de l'opposition qui siègent. À quel moment, comment on peut arriver à ça alors que nous avons une CENI qui est paritaire? Il y a le parti au pouvoir, il y a les partis d'opposition qui viennent nous expliquer comment ils en sont arrivés à ça. Depuis là, ils sont là, ils ne nous disent rien. Nos membres à la CENI doivent pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui a amené à ça. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais dire. La troisième chose, je crois que le gouvernement togolais doit se ressaisir. Il est temps, on est au début du processus électoral, il ne faut pas créer des situations qui risquent d'avoir un impact sur le futur de ces... C'est-à-dire qu'il faut finir avec ces élections, difficultés, problèmes, tout cela, il faut en finir. Et la quatrième chose que je voudrais, il faut suggérer, il est temps. Les Togolais qui ont au moins une carte nationale d'identité, ils sont nombreux. Pourquoi ne pas permettre à ceux qui ont déjà leur carte d'identité de s'enregistrer en ligne pour réduire l'incidence de l'affluence dans les bureaux de vote? Ils peuvent s'inscrire directement en ligne avec leur carte d'identité. Vous imaginez peut-être 2 millions, 3 millions de Togolais peuvent déjà s'enregistrer en ligne. Ça aurait pu permettre à la CENI aujourd'hui de pouvoir maîtriser l'affluence dans les bureaux de vote. Et enfin, nous avons une réunion au niveau du CPC, parce que j'ai entendu, vous avez parlé de ça. Déjà le mercredi prochain, nous avons une réunion, cette question reviendra. C'est la prochaine question d'ailleurs que j'allais vous poser, puisqu'on sait que l'ANC a lancé un appel à ce qu'une nouvelle session au niveau du CPC puisse connaître ce sujet-là. Donc, vous avez des inquiétudes alors pour la suite du processus? Non, mais écoute, c'est un droit pour un citoyen d'avoir sa carte d'électeur. Comment un gouvernement peut expliquer que moi, je ne veux pas t'enregistrer parce que quelle est la raison qu'on peut évoquer pour refuser d'enregistrer quelqu'un? Au niveau du MCD, là, puisque c'est... les élections, on ne connaît pas encore les dates, mais on sait qu'elles vont avoir lieu peut-être dans les 6 prochains mois. Est-ce que vous êtes prêts? On est sur le terrain, on se prépare, on a déjà nos candidats qui travaillent sur le terrain. Bon, on n'est jamais suffisamment prêt parce que il faut toujours travailler sur le terrain.
Quand nous évoquions la question de la célébration de l'Aïd el-Kébi et du sacrifice, on sait très bien qu'un certain nombre d'acteurs politiques font d'énormes sacrifices. Parce que quand on regarde un peu la question de l'alternance qui revient à chaque émission, on sait que vous vous battez depuis 32 ans pour un certain nombre d'acteurs pour que cette alternance puisse connaître jour dans notre pays. Ce sacrifice-là, est-ce que finalement, est-ce qu'il est pesant pour vous? Le sacrifice pour l'alternance, mais écoutez, ça, on est obligé de nous battre pour que ça arrive. C'est pesant, ça ruine beaucoup de... Tu vois, on a connu des gens qui sont plus de ce monde. Hein, beaucoup de nos amis de l'opposition dans ce combat sont partis. Mais on ne doit pas pour autant baisser la garde. C'est un combat pour... Ça, si nous voulons que nos pays évoluent, quand on cite les exemples du Bénin, du Ghana et ailleurs, l'une des raisons fondamentales pour que ces pays-là avancent, qu'ils prennent une avance sur nous, on connaît la raison. Quand une équipe vient, elle veut marquer sa présence, elle veut marquer son passage. Les échangeurs ont commencé par être érigés au Bénin par Boniaï. Aujourd'hui, le président Talon est arrivé, il fait autre chose. C'est pareil au Ghana, c'est pareil. Aujourd'hui, comme vous voyez, au Burkina, comme au Niger, il y a des changements énormes qui interviennent. L'alternance en est pour quelque chose. Quand vous évoquez la question de l'alternance, en fait, quand vous évoquez, vous donnez l'exemple des échanges, il y a toujours ce débat-là. Vous êtes un acteur politique, mais je veux quand même avoir votre position là-dessus au niveau d'Ago et de Kégué. Un certain nombre de Togolais parlent d'échanges, d'autres parlent de ponts. Vous, par exemple, où est-ce que vous vous situez? Non, ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on échange là-bas? Ça dépend. Il y a des voitures passent sous un pont, d'autres passent sur le pont. Moi, j'appelle de pont. Pour le moment, on n'a pas d'échangeur. J'ai vu un jour au ministère, à la primature, la maquette de l'échangeur qui doit être fait au carrefour GTA. C'est impressionnant, mais pourquoi ça ne commence pas? Parce que tous les matins, je plains les pauvres policiers qui sont là à réguler la circulation. C'est pas facile. Hein? Il faut le faire. Hein? Ça dit que, en tout cas, je me demande qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas. Bon. Ça fait 32 ans que ce processus, notamment démocratique, est lancé. On sait très bien que tout a commencé autour du 5 octobre 1990, mais il y a eu quand même d'importantes dates, dont l'une de ces dates, c'est le mois de juillet 1991. On sait que là, c'était le début de la conférence nationale. Vous y étiez? J'étais pas à la conférence parce que j'étais en stage à l'époque. Mon maître de stage, lui, ne voulait pas que je me mêle de ça, mais j'étais dans les couloirs. Puisque c'est bientôt l'anniversaire. J'étais dans les couloirs. Oui, puisque c'est bientôt l'anniversaire. Et quel est le regard que vous portez sur ces événements-là? Avec le recul, il y a un certain nombre de Togolais qui pensent qu'il aurait fallu faire de cette façon-là plutôt que... Non, c'est toujours comme ça. Quand on échoue, on cherche la bête noire. En réalité, nous n'avançons pas parce que nous avons eu de mauvaises réponses à la conférence, mais c'est plutôt la gestion de ce qu'on a mis à la conférence nationale qui n'a pas suivi. Hein? On n'a pas su nous faire confiance. Ce que je dis tout simplement, vous imaginez si la candidature de Tem Kodjo n'avait pas été retirée, si on n'avait pas boycotté les élections à l'époque, est-ce qu'on aurait la même configuration aujourd'hui? Peut-être que M. Eyadema serait parti plus tôt. Hein? Voilà des choses sur lesquelles, si nous devons avoir du recul, il faut qu'on voit d'abord les erreurs qu'on a commises. Hein? Après les élections de 1993, ouais, pour les présidentielles. Et puis après les élections de 1994, que nous avons gagné, c'est-à-dire l'opposition a gagné, malgré le boycott d'une partie. Nous, au PDR, on avait boycotté. Ah, vous étiez au PDA à cette époque? Oui, on avait boycotté les élections de 1994. Heureusement, Maître Abouibo, les patriotés, on a vu ce que cela a donné en 1994. Vous imaginez si les deux partis s'étaient bien entendus pour partager la primature et l'Assemblée nationale, ce qu'on serait dans la même configuration aujourd'hui. Voilà des erreurs qu'on a commises et qui nous rattrapent aujourd'hui.
Quand on parlait de boycott déjà en 1994, ça veut dire que ce n'est pas nouveau, la question de boycott au Togo. Non, mais le boycott, en réalité, n'a aucun sens. Moi, je peux le dire, quand quelqu'un me dit qu'une réponse politique peut se résoudre dans le boycott. Le boycott n'a de sens que s'il peut empêcher l'événement de se produire. Si vous pouvez, par votre boycott, amener celui qui veut aller, celui qui veut organiser des élections, à ne pas les organiser, le boycott aura un sens. Mais si vous devez laisser la place, la route, c'est-à-dire vous boycotter pour que l'autre aille seul, vous savez, on n'a pas de limite, hein, c'est au niveau de la légitimité. Ici, aucune loi ne dit voilà le minimum au niveau qu'il faut avoir après une élection. On n'est pas dans les pays scandinaves. C'est dans les pays scandinaves où si vous n'avez pas un seuil déterminé, l'élection est invalidée par rapport à la participation du vote. Vous voyez ce qui est arrivé au Mali, hein, pour le référendum. Sur 8 millions d'inscrits, à peine 3 millions de personnes sont sorties pour voter, mais la Constitution est passée. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, le boycott n'a aucun sens. Dans les pays scandinaves, aujourd'hui, il y a une limite. Il faut avoir au moins les 4/5 de la population qui aille voter. Parce que le vote est obligatoire. Le vote est rendu obligatoire. Alors, quand vous n'atteignez pas ce terme-là, le vote est invalidé. Mais nous sommes dans un pays où il n'y a même pas de minimum ou de maximum. Vous boycottez, mais vous faites le lit de celui que vous combattez. Vous lui faites un boulevard. Donc le boycott n'a aucun sens. Je rappelle les deux numéros, puisqu'on a eu un premier auditeur qui vous a posé ces questions, et puis depuis, on me fait signe que le téléphone ne sonne pas en direction de Maître Tchassona Traoré. 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Il y a, par exemple, venant de à côté à Kankoué, que je connais et qui est dans les questions liées aux auto-écoles. Il a précisé, en fait, il a bon dans le même sens que vous en parlant de Kégué et d'Agouedi. Et là-bas, ce sont les ponts aériens qu'on a. On a des ponts aériens à Kégué. Ce ne sont pas des échangeurs. En réalité, c'est un débat. Il y a certains qui pensent que c'est des échangeurs parce que là-bas, quand vous allez, vous pouvez changer de voie. Et d'autres pensent que c'est pas la même chose. Nous allons parler de la presse togolaise, puisque, en commençant par Pyramide, qui a 7 ans depuis hier, c'est pas la première fois que vous venez ici, vous êtes souvent invité à Pyramide dans le cadre de cette émission-là. Un premier mot déjà Non, je crois que c'est une gageure déjà d'avoir une radio d'aussi grande audience, parce que beaucoup de Togolais suivent cette radio, et elle est de qualité, elle a de bons animateurs. M. Atiobo n'est plus à présenter, et je crois que vous avez fait du chemin, on ne peut que vous en féliciter. Faites en sorte que d'ici quelques années, d'ici que vous fêtiez les 10 ans, que ce soit la seule radio de référence dans le privé. Donc c'est tout le vœu de succès qu'on peut faire par rapport à vous. Comme c'est une pyramide en construction, on ne sait pas quelle la hauteur qu'elle prendra. Peut-être qu'elle va gratter le ciel. On ne sait jamais. Une pyramide, on a vu la base. Vous êtes sur, on ne sait pas encore le niveau auquel vous êtes, parce que personne ne peut imaginer quelle sera la hauteur du pyramide avant son achèvement. On le veut qu'on vous fait, c'est que vous puissiez aller de l'avant chaque jour que Dieu fait. Merci beaucoup. On sait très bien que c'est une radio qui est écoutée majoritairement dans la région méridionale du pays. Et l'ambition, c'est de couvrir l'ensemble du Togo. Nous en parlerons dans un instant, puisque les auditeurs se sont fait rares depuis quelques instants. Nous allons avoir cet auditeur qui s'est manifesté. Allô? Allô? Oui, est-ce que par exemple, à l'intérieur du pays, les auditeurs aimeraient bien nous écouter? Pourquoi pas? Parfois, il arrive que la plupart des émissions, quand je passe, c'est que vous m'envoyez les bandes. Moi, je les fais reprendre sur les radios dans mon pays, pour que, c'est-à-dire au niveau de Tchaoudjo, pour que les populations puissent écouter ce que vous faites. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vous mettre en rapport avec toutes les radios qu'il y a à l'intérieur du pays, de sorte qu'ils servent de relais à vos émissions, pour que les gens partagent tout ce que vous faites comme production au niveau médiatique. Donc, c'est important, parce qu'il faut écouter plusieurs voix. Je crois que Nana FM le fait déjà. Je crois que Nana FM, beaucoup de ces émissions sont partagées au niveau de l'intérieur du pays. Et Canal également le fait. Donc vous devez également arriver à ça.
c'est-à-dire avoir des correspondants avec lesquels vous partagez vos émissions en attendant de couvrir tout le pays. Mais la deuxième nouvelle, en attendant du revenir, c'est d'abord, en fait, je vais prendre cette question de Berthe Amozovi. Il dit: je ne suis pas trop fan du parti MCD, car il n'y a que quand ces échéances électorales sont proches qu'on les entend, mais j'envoie des fleurs à notre invité pour ce qui concerne la carte nationale d'identité, pour éviter le surnombre les jours des enrôlements pour la carte d'électeur. Bon, écoutez, chacun a sa façon d'apprécier les choses. C'est vrai que les partis politiques, comme on l'a dit ailleurs, nous sommes dans la période, dans la saison politique. C'est-à-dire c'est les périodes électorales où les partis travaillent beaucoup plus. Mais s'il n'y a pas d'élection, les partis travaillent en interne. Hein, bon, généralement, c'est pas lors des périodes électorales qu'on entend les partis. Donc, c'est tout à fait normal. Également, les partis interviennent lorsqu'il y a des événements au plan national. Et cela, nous l'avons toujours fait. Donc, ce n'est pas quel type d'intervention il veut qu'on ait en dehors de ce que nous faisons avec le minimum que nous avons. La deuxième nouvelle, après les 7 ans de pyramide, c'est ce prix que Ferdinand Ité va recevoir en novembre prochain à New York, aux États-Unis. Il est lauréat d'un prix décerné par le comité de protection des journalistes en compagnie de 3 autres journalistes. J'avais donné la liste tantôt, un journaliste de Géorgie, un journaliste de l'Inde et puis un journaliste du Mexique. Une réaction? Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou pas? Non, c'est une bonne nouvelle pour le pays. Lorsque un compatriote est célébré, c'est tout le pays qui est célébré. En principe, c'est le ministère de la Communication, le ministère, M. Ayodan, je crois, doit pouvoir s'en féliciter. Parce que quand un Togolais est nominé, quelle que soit pour la cause pour laquelle il est nominé, c'est l'ensemble du pays qui est célébré. Donc nous disons bravo à notre compatriote pour avoir mené le combat qui est le sien et d'être distingué aujourd'hui au plan international. Nous faisons le vœu que ne soit pas le dernier qui arrive à ce stade-là de reconnaissance internationale, que beaucoup d'autres journalistes puissent être également un jour nominés au plan international pour que leur travail soit reconnu. Vous faites un travail difficile, nous savons les conditions dans lesquelles vous évoluez, ça n'a jamais été facile. Donc quand des gens arrivent dans cet environnement-là difficile à émerger de l'eau et à se faire reconnaître au plan international, c'est une fierté nationale, nous devons être tous fiers. Bon vent à lui et bonne chance à lui, que son exemple contamine le pays. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est une chose qui peut être partagée, notamment par le pouvoir en place? On sait la ligne éditoriale du journal de Ferdinand Ité. On sait également qu'il a été récemment condamné à 3 ans ici. Aujourd'hui, qu'il est célébré à l'international. Vous pensez que le pouvoir va pouvoir applaudir? Il faut faire la distinction entre 2 choses. Il y a la République qui doit être contente, la République togolaise qui est aujourd'hui incarnée par ceux qui dirigent, qui doit être contente de cette célébration, de cette élévation de notre compatriote. Mais il y a les individus et chacun ressentira la chose à sa manière. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est le premier volet qui m'intéresse. Qu'il soit content ou pas, nous n'allons pas aller chercher cela, mais disons que si notre compatriote est célébré à cette distinction à l'international, c'est le Togo qui gagne. C'est une fierté nationale et nous devons nous en réjouir. Au Togo, on sait très bien que depuis quelque temps, il est posé par un certain nombre d'associations de défense des journalistes, la question de la liberté de la presse. Certains pensent que les journalistes ne sont plus tellement libres dans leur travail de tous les jours. Vous avez la possibilité de les côtoyer, les journalistes, quand ils vous invitent sur les médias. En fait, là, on me fait signe que finalement, cet auditeur, le deuxième que nous attendons, il est là. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, comment vous allez? Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose dans votre déclaration. La CENI n'est pas paritaire. La CENI est déséquilibrée
en faveur du FPT Unir. 14 pour le FPT Unir, ses alliés, 3 pour l'opposition. D'abord, Président, je pense que nous sommes à la veille des élections législatives. Donc, si on voit M. Maître Kassona, en 2015, vous étiez à une élection, donc on connaît le score. Et les lignes n'ont pas bougé en 2020. Mais avant 2020, vous étiez aux élections locales avec une coalition. Je pense que les lignes ont bougé. Maintenant, nous sommes à la veille d'une élection législative. Est-ce que M. Kassona sera cavalier ou bien avec une coalition, ou bien comment M. Kassona va faire? C'est la première préoccupation. Merci, mon cher ami. Oui? Oui, ce qui va nous amener à une élection transparente, je pense que c'est ça qui fait démarrer le recensement. Voilà. En 2020, vous avez dit que les conditions, les élections sont sorties dans leur cadre légal. Est-ce qu'actuellement, nous sommes dans un cadre légal où on peut aller à une élection transparente? Merci. Bien, merci. Monsieur Pelé, merci. Vous dites non, je connais la composition de la CENI. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de la présence de nos amis qui sont à la CENI. Pendant que nous parlons de cette question de reprise du recensement, nous aurions voulu connaître leur opinion en tant que représentants légitimes de l'opposition togolaise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le déséquilibre, le nombre, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien sûr, la CENI est dite paritaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais moi, la question que je pose ici, quelle est leur opinion par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on n'en arrive pas à ce stade? Voilà, ça c'est la première chose. Non, mais en fait, est-ce que par exemple, en étant à la CENI, ils peuvent comme ça publiquement prendre... Qu'ils nous le disent, qu'ils nous le disent. Est-ce que c'est possible? Qu'ils nous le disent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'ils ne rendent pas éventuellement compte à leur parti politique? Mais s'ils rendent compte à leur parti politique, on voit les partis se prononcer à titre individuel. Mais nous aurions voulu savoir qu'est-ce qu'il y a comme information qui émane de nos représentants à la CENI par rapport à cette difficulté, pour qu'on puisse savoir comment reformuler nos requêtes. C'est de ça qu'il s'agit. Bien. Donc, maintenant, notre ami parle des conditions. Est-ce qu'elles sont transparentes? Non, c'est une quête permanente, mon ami. Le problème des élections au Togo, c'est une quête permanente. Nous allons à des élections, nous voyons toujours les difficultés que nous avons, mais pour autant, ce n'est pas une raison de démissionner. Nous disons qu'il faut forcer, il faut forcer. Ça devient un travail de Sisyphe, il faut remettre toujours l'ouvrage. Hein, on doit toujours continuer par nos battre, parce qu'on ne sait jamais à quel moment il peut avoir un déclic. Donc, il ne faut pas se décourager. Nous connaissons nos difficultés, mais maintenant, vous vous demandez, est-ce que je vais aller cavalier seul ou je vais être dans une coalition? En 2020, je ne sais pas si j'étais dans une coalition, ou en 2018, tu veux parler. Non, je n'étais pas dans une coalition, j'étais seul. Certes, bien sûr, on n'a pas eu le résultat attendu, mais on a eu au niveau des collectivités locales, quelques élus, à Sokodé, à Badou, un peu partout, mais on a eu, mais j'étais seul. J'ai fait une coalition pour les locales avec le CAR et le NI à l'époque. Donc, quand vous dites est-ce que va aller cavalier seul ou pas, nous sommes en discussion actuellement. Peut-être que dans la semaine, vous aurez l'information. On va créer une alliance politique. Avec l'FDR? Non, je ne suis pas dans le FDR, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, je n'ai pas été invité à leur réunion, mais je ne sais pas ce qui se passe là, mais nous sommes actuellement pour parler avec d'autres formations politiques. Peut-être qu'on aura une alliance politique, mais pas une coalition. Non, mais en fait, déjà, puisque vous êtes à l'antenne, dites-nous, qu'est-ce qui se prépare? Ce que je dis, nous aurons à annoncer une alliance politique dans les prochains jours. Oui, c'est ce que je dis. Puisque, en fait, vous êtes sur une antenne, les Togolais voudraient déjà commencer par avoir les bribes d'informations. Il y a le MCD, il y a qui aussi? Vous aurez la surprise dans la semaine, vous serez informés. Donc, on prépare une alliance politique. Elle sera rendue publique, certainement, d'ici la fin de la semaine prochaine.
On verra, puisque les alliances au Togo, on sait ce que ça renferme. Beaucoup pensent que ces alliances n'ont pas laissé de très bons souvenirs. Pour un certain nombre de partis politiques, on ne sait pas si ça va être encore le cas. Oui, écoutez, on a vu des coalitions se former où il y a un va-tout, tout le monde est là, sauf qu'il y a des questions d'ordre hégémonique qui se posent. Moi, j'ai été le plus gros parti, j'ai le plus nombre d'élus, donc vous devez me suivre. Tout cela, c'est des questions qui ont fragilisé beaucoup plus nos coalitions. Nous partons aujourd'hui sur des bases saines. Donc, sur deux aspects, je crois qu'une alliance, elle peut se faire sur la base d'un programme commun et avoir où des gens mettent en place des garde-fous pour se respecter, pour que personne ne vienne influencer l'autre dans le choix et dans la conduite des opérations électorales. Mais également, il peut y avoir une alliance de moyens, c'est-à-dire mettre en synergie nos maigres moyens pour pouvoir apporter le résultat. Donc, c'est des partis politiques. Il n'y a pas d'association autour de cette... Il y aura certainement des associations si elles veulent se joindre à nous. La question, là, qu'est-ce que vous, les acteurs politiques, vous laissez de si bon pour nous, la jeune génération, en matière politique? Le combat, c'est-à-dire le sens du combat, ne jamais se lasser. Notre pays a besoin de nous. On a comme l'impression que la jeunesse actuelle se décourage trop vite. Or, c'est d'elle qu'il s'agit. Le combat que nous menons, aujourd'hui, nous sommes d'un certain âge déjà. En réalité, tout le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est pour cette jeunesse-là, pour qu'elle ne vive pas les mêmes problèmes que nous avons connus. Nous avons connu beaucoup de difficultés. Nous aurions aimé que ce combat aboutisse sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, de sorte que cette jeunesse, qui est notre jeunesse, parce que ce sont nos enfants, pour que demain, ils n'aient pas à commencer le même combat que nous avons eu. Et que leur combat soit des combats générationnels, des combats pour un mieux-être, des combats pour améliorer ce qui existe et non pour créer des environnements que nous revendiquons aujourd'hui. Puisque nous parlions aussi de la presse, nous avions évoqué les 7 ans de nostalgie et puis le prix à venir de Ferdinand Haïté. Il y a aussi, parlant toujours de la presse, ce nouveau logo de la télévision nationale. Beaucoup de Togolais se sont exprimés sur son esthétique, sur le côté symbolique de ce logo. Est-ce que vous aussi vous êtes presté au jeu? Est-ce que vous avez donné votre opinion? Non, je n'ai pas donné. Mais en fait, vous l'avez regardé? Je l'ai regardé, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, ce n'est pas le plus important à mon niveau. C'est contre la grille de leurs émissions. Quelle est la possibilité qu'ils donnent à tous les Togolais de pouvoir aller s'exprimer librement sur des questions d'intérêt national? C'est de ça qu'il s'agit. C'est la seule chaîne qui couvre tout le territoire national. Ils sont même sur le satellite. Il faut améliorer la grille de leur émission, être plus attractive et concurrencer même les chaînes privées. Il faut qu'ils forcent l'admiration des Togolais par la qualité ou la diversité des émissions qu'ils mettent en ligne, qu'ils convoquent. Qu'on puisse avoir des débats comme nous le faisons aujourd'hui en toute tranquillité sur ces médias d'État, parce que c'est nous tous qui contribuons à leur budget, mais ça doit être ouvert, qu'on puisse faire des débats sur tous les sujets sans tabou. Hein, c'est de ça qu'il s'agit pour nous. Tant qu'on n'a pas arrivé là, l'esthétique, le côté esthétique de la chose n'est pas plus important que le contenu. Ouais, beaucoup ont été surpris quand même qu'il y a eu autant de Togolais qui se soient intéressés en même temps à ce logo-là. Quand on sait que beaucoup disent en privé qu'ils ne regardent plus assez la télévision nationale. Mais visiblement, c'est tout le contraire qu'on a eu. Ça veut dire qu'ils sont jaloux quand même de la télévision nationale. Non, moi je dis, chacun a son opinion. C'est normal que quand il y a une offre de cette nature-là qui est faite dans le public, qu'il y ait des réactions. Et la réaction ne peut être faite qu'en raison de ce qui existe et ce qui est apporté. Mais moi je dis, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu de ce que cette chaîne nationale nous offre comme opportunité
que tous les Togolais, quel que soit leur bord politique, puissent aller là-bas débattre de tous les sujets sans qu'il y ait restriction d'aucune sorte au niveau du contenu, au niveau des personnages à inviter, donner la liberté d'expression la plus complète sur ces chaînes-là, c'est ça le plus important pour moi. Il y a cette question de Kérim. Kérim nous suit depuis l'Allemagne. Il dit, vous avez fait allusion tantôt à Bassirou Ayeva. On sait que Bassirou Ayeva, il vit en Europe. Que fait le parti MCD pour le retour des réfugiés politiques? Bon, les réfugiés politiques, écoutez, c'est une question importante. Nous l'avons abordé lors des échanges au niveau de la CNAP et du CPC. En réalité, le Togo, à ce niveau-là, nous disons qu'il faut travailler à ce que ces gens retournent dans leur pays. Ça, il faut favoriser ce retour-là. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que les réfugiés politiques dont il s'agit, c'est qui d'abord? C'est peut-être ceux qui ont été inquiétés par la justice togolaise. Nous travaillons à ce que toutes ces restrictions-là puissent être levées pour que les gens rentrent chez eux. Ça, c'est des questions importantes que nous évoquons au niveau du CPC. On n'est pas... Il n'y a pas de sujet qui n'ait pas été évoqué au niveau du CPC. C'est des questions qui nous intéressent tous. On sait que le CPC va se réunir la semaine prochaine. C'est ce que vous avez annoncé. On sait également qu'une nouvelle coalition ou alliance électorale va être également annoncée la semaine prochaine. Ces deux faits-là, on les retient. Mais il y a eu quand même un fait important cette semaine en Afrique. Et pour un certain nombre d'observateurs, c'est carrément une bombe. Le départ de la MINUSMA du Mali. Beaucoup d'observateurs ne s'attendaient pas à ce que le Mali demande finalement le départ des troupes onusiennes. Vous, est-ce que par exemple ce départ, si elle arrivait à être totalement observée, est-ce qu'elle ferait du bien ou du mal au Mali? Il n'y a que des Maliens à répondre à cette question, parce que moi c'est plutôt un sentiment d'inquiétude. Parce que nous disons que les Maliens, on doit avoir leur raison de demander le départ de la MINUSMA. Mais est-ce que la réponse de l'ONU est celle que les Maliens eux-mêmes attendaient? Parfois, on peut monter les enchères pour obtenir mieux. Peut-être qu'ils ont demandé le départ de la MINUSMA pour amener l'ONU à renégocier les conditions de présence de la MINUSMA au Mali. Mais la surprise, c'est que ce retrait a été voté à l'unanimité. Il n'y a même pas eu d'abstention. Donc là, c'est là où se situe mon inquiétude. Ça voudra dire, écoutez, nous sommes allés aider ces gens, ils ne veulent pas de nous. On part. Advienne que pourra. C'est là où parce que ça dit que quand vous prenez le vote qui s'est exprimé, il n'y a même pas eu de réticence. Pour dire, bon, abstention, il y a ou ceci, là, ça pose problème. Deuxièmement, quand nous voyons le nombre de compatriotes africains qui sont morts dans cette mission, combien de Togolais n'ont pas été tués, combien de Tchadiens n'ont pas été tués dans ce cadre-là. Le Togo compte beaucoup de nos compatriotes sont allés défendre le Mali ou dans cette mission. Cette façon de dire, écoutez, allez-y, on n'en a pas besoin. Moi, j'ai senti ça comme une marque d'ingratitude. Quel que soit ce qui arrive, l'ONU n'est pas à confondre avec une puissance coloniale dont on a décrié la présence, les actes. Mais on ne peut pas se passer de l'ONU aujourd'hui. Aucun pays ne peut dire, écoutez, je peux me passer de l'ONU. Et le Mali, que je connais bien, que je visite beaucoup, j'ai peur pour l'avenir. Moi, j'ai peur. Passer le temps de l'euphorie, de dire, écoutez, on est des patriotes, on est des panafricanistes, ça suffit. Mais j'ai peur dès le lendemain. Et ça, je ne suis pas le seul. Quand vous lisez les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens sont partagés entre l'euphorie de ce départ précipité et les inquiétudes du lendemain. Hein, eux-mêmes reconnaissent tous les services que la MINUSMA a rendus à ce pays-là. Bon, je me dis que les raisons, eux-mêmes savent pourquoi ils ont demandé le départ de la MINUSMA.
Parce que quand on interroge, quand on lit les commentaires, c'est beaucoup plus des questions d'ordre humanitaire. C'est-à-dire lorsque la MINUSMA se met à enquêter sur les violations des droits de l'homme, ça a irrité le gouvernement malien. Mais on doit les laisser en autarcie. Est-ce que le monde doit pouvoir se taire, regarder le Mali? Parce que c'est une nouvelle dynamique qui s'exprime à travers de l'Afrique, à travers le Mali, le panafricanisme, la volonté de se prendre en main, de construire nos valeurs à partir de ce que nous sommes, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, ça suffit? C'est vrai que plusieurs questions pointent à l'horizon après ce retrait ou ce départ annoncé, parce que quand on regarde dans un passé très très récent, on sait qu'au Mali, il y avait, en plus de la MINUSMA, les forces Takuba ou encore les forces Barkhane. Malgré cette présence massive, ils ne sont pas arrivés à bout de... Ça dépend du mandat. Est-ce que le problème, c'est le mandat que les Nations Unies donnent à ces forces-là qui sont là-bas? Leur mandat, c'est quoi? C'est de sécuriser les civils, d'accompagner, de rendre un certain nombre de services. Moi, je pensais que la demande du Mali conduisait à reviser ce cahier de charges-là, pour peut-être doter la MINUSMA d'une mission beaucoup plus offensive, d'aider l'armée malienne à traquer les terroristes ou qui se trouvent, à aller les combattre. Ça, c'est une autre... Moi, je m'attendais à beaucoup plus ça, à revoir le mandat qui est donné à la MINUSMA, à lui donner une possibilité de sortir de ce cadre-là restreint pour être désormais une beaucoup plus offensive sur le terrain. Vous êtes déçu? Je suis déçu. Quelques secondes pour clôturer cette émission. Oui, en tout cas, pour vous remercier, renouveler mes voeux de joyeux anniversaire pour votre chaîne et que votre exemple fasse des émules au plan national. Vous faites un travail difficile pour les Togolais, mes compatriotes togolais. Nous savons que les temps sont durs, c'est difficile. Nous avons beaucoup de questions sans réponse. Nous avons des attentes nombreuses pour pouvoir nous améliorer, nous élever, construire notre pays. Mais nous devons toujours garder espoir. L'espoir fait vivre et cet espoir-là, c'est à nous de le maintenir. Notre pays, nous l'avons seul. Il est le seul que nous avons en partage. Nous avons une obligation de le maintenir dans la paix, de le construire pour le bien de nos enfants. Merci El Hadj Tchassouna Traoré, merci d'être venu. Vous êtes le président du MCD. L'émission, elle s'achève, elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Lasboga Koudoyo pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.